cette 6e édition de Future of Finance. Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter cette 6e édition pour ce qui est aujourd'hui, on va se le dire, le plus grand événement fédérateur de la communauté. Je vous donne quelques chiffres, je sais que vous les aimez. 58 intervenants inspirants, 70 ateliers thématiques. Nous avons 1500 directions financières qui ont été impliquées pendant plus d'une année, 40 solutions innovantes qui vous seront présentées pour que vous puissiez transformer le futur de votre fonction. Nous sommes très fiers de vous présenter cette édition. Je suis, moi, particulièrement très fier de vous présenter les artisans de cette 6e édition qui ont œuvré depuis 6 mois pour coordonner toute l'équipe. Notre chef d'orchestre, Corinne Crozier, on peut l'applaudir. Gauthier Riche et l'incontournable Stéphane Soumier. Je ne vais pas être long, je vous présente en quelques mots cette édition, le programme, 3 actes, une plénière inspirante, exceptionnelle évidemment, avec 2 membres de direction générale qui viennent nous parler de la fonction finance. On commencera avec Philippe Heim qui a donné l'impulsion lors de la première édition. Je suis ravi de le retrouver. Olivier Bouguillot de Sanofi et Pascal Bouchia, DG Finance et Systèmes d'information de Thales. On continue ensuite sur le plus grand benchmark de transformation de la fonction. C'est l'ambition qu'on s'est donnée, un rêve un peu fou, de pouvoir créer 40 tables de benchmarking avec un système complètement dingue de tables tournantes toutes les 30 minutes. Je vous présente ça tout à l'heure, il faut pouvoir le vivre une fois dans sa vie. Et pour terminer, on vous a prévu une keynote de clôture particulièrement en rupture. Est-ce que vous connaissez Time for the Planet? Si vous ne connaissez pas, c'est un mouvement de crowdfunding dont tout le monde parle actuellement. Voici un teasing pour vous permettre de rester jusqu'à la fin. J'ai investi 10 €. 100 €. 1000 €. 10 000 €. 50 000 €. J'ai investi 200 000 € dans Time for the Planet. Eu traduzo o site em português. Je traduis le site internet en portugais. In italiano. En roumain. En espagnol. Instante. Je m'occupe du design des documents de Time for the Planet. Je convainc des entreprises d'investir dans Time for the Planet. J'ai fait un tour de France en vélo mobile et dans chaque ville, j'animais des conférences. Je passe 20 coups de fil par semaine pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux actionnaires. J'ai participé à la charte RGPD. J'évalue des innovations proposées à Time for the Planet. Je mets mon réseau à disposition. Je suis actionnaire. Je suis Time. Je suis Time for the Planet. Cette fois, les citoyens ont le pouvoir. It is time for empowerment. È ora di cambiare le cose. Ils sont en train de lever 1 milliard pour changer la planète. On vous présente ça tout à l'heure, donc à midi 30. Voici le programme de la soirée, de la journée, pardon, de cette matinale. On aura évidemment une pause qui sera marquée aux alentours de 10h15. C'est promis, on respectera les timings. Quelques mots sur nos partenaires. Est-ce qu'ils peuvent lever la main, nos partenaires ? J'aimerais qu'on les applaudisse. Merci pour votre confiance. Merci pour cette capacité à nous faire confiance et à croire
au networking comme levier de création de valeur pour alimenter la communauté. Après 18 mois de Covid, on est ravis et fiers d'être avec vous ce matin pour cette cérémonie. Voilà, j'ai tout dit. Peut-être un mot, on a remplacé, vous savez, les stands qui faisaient monde d'avant par un format innovant de démonstration et de cas d'usage que l'on a organisé avec Gauthier et son équipe. Vous allez vous inscrire sur le site de Future of Finance pour pouvoir découvrir nos partenaires et à travers une réunion Zoom le 22 et 23 novembre. Voilà, on a voulu créer une rupture en arrêtant avec ces vieux stands dont personne ne s'intéressait. Voilà, c'est dit. On démarre tout de suite. On a le privilège, pour démarrer cette session, de pouvoir accueillir deux personnes qui nous ont donné l'impulsion. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Sophie Bléjean de l'API, responsable de la pratique juridique et fiscale de Deloitte, membre du comité exécutif. Je te laisse t'installer. Et Mansour Belliba, associé responsable du CFO programme de Deloitte. Allez, on va s'installer peut-être. On s'installe comment? Voilà. On va reconfigurer. Hop. C'est bon. Ravi de vous avoir. Merci d'ouvrir officiellement cette 6e édition. 6 ans déjà qu'on a lancé le programme. Je vous ai présenté en quelques mots. Peut-être, avant de rentrer et de parler des directions financières, Mansour, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur Deloitte 2021, quelques chiffres clés, quelques mots sur Deloitte? Bien, écoutez, tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Bien, Deloitte, pour commencer, c'est une entreprise formidable. D'ailleurs, j'aime à la rappeler, Loïc Vichard et un certain nombre d'associés présents en cette salle sont les fondateurs, notamment du Future of Finance, de cet événement avec Deloitte. Deloitte, maintenant, pour parler chiffres, peut-être au 31 mai 2021, c'est 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisés dans le monde. C'est 40 milliards en advisory, c'est 10 milliards en audit. Et donc, ça nous permet d'affirmer, encore une fois cette année, que nous sommes la firme multidisciplinaire numéro 1 de services professionnels dans le monde, qui allie à la fois les expertises financial advisory, risk advisory, consulting, taxe et légal, je ne l'oublie pas, et audit au service de nos clients, et en particulier au service de la fonction finance et des directions financières. Deloitte, c'est également, pour en terminer peut-être avec cette introduction, le premier partenaire global et souvent le partenaire privilégié de nombre des éditeurs présents avec nous dans cette salle, d'ailleurs que je remercie au passage, au plan global, au plan régional, européen et au plan français. Voilà ce que représente Deloitte. Merci Mansour. Sophie, toi tu travailles au quotidien avec les directions financières. Quelle est ta perception de leur rôle aujourd'hui, après cette période singulière? Écoute, merci de me poser la question. En tant qu'experte fiscale, c'est un petit peu anachronique de me poser la question à moi par rapport à un associé d'audit. Et donc, si j'avais à donner ma perspective en tant qu'experte, un petit peu sur une expertise un peu pointue, j'ai énormément d'admiration pour les CFO parce qu'il faut beaucoup de courage aujourd'hui, je pense, pour être CFO aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut être bon en tout. Et pas du tout uniquement en finance. Et c'est un petit peu le miroir en fait de ce qui nous arrive chez nous à Deloitte, où on est passé historiquement d'une firme très financière avec le métier historique qui est de l'audit, à aujourd'hui, tu le disais, 80% du chiffre d'affaires de Deloitte dans le monde, c'est de l'advisory sur des techniques, enfin sur des matières extrêmement complexes, la stratégie, les business models, la cybersécurité, l'ESG, la fiscalité, le droit. Et le CFO, aujourd'hui, il doit être maître de tout, parce que tous ces sujets sont super stratégiques, demandent des investissements énormes quand on pense à la transformation d'un business model, parce qu'il faut penser au climat et donc revoir toute l'empreinte. Quand il faut penser à la cybersécurité, ce sont des investissements mais énormes. Et le CFO, il doit juger la pertinence de l'investissement, le montant, le retour sur investissement. Donc, il doit être partout et bon partout. Donc, bon courage et bravo à tous.
Mansour, tu as mis en place, tu coordonnes en France là, ce qu'on appelle le CFO programme dans notre jargon, le programme à destination des CFO. Il est particulièrement riche, il est particulièrement dense. D'ailleurs, Future of Finance s'intègre dans ce programme. Peux-tu nous en présenter les grandes lignes, s'il te plaît ? Oui, merci Loïc de me passer la parole sur le sujet. C'est vrai que ça reste, enfin, un certain nombre d'entre vous en ont déjà bénéficié du programme de Deloitte à destination des directeurs financiers et de la fonction finance. Et je voudrais rappeler quelques vecteurs et quelques éléments qui sont à votre disposition, je dirais, pour bénéficier à la fois de notre expérience, de notre expertise, mais aussi peut-être et surtout de la possibilité de partager entre pairs vos meilleures pratiques. Donc le premier vecteur clé, il faut pas l'oublier bien entendu, c'est Future of Finance et notamment l'édition 2021. Ça a démarré, on en est à la 6e édition et je dirais que c'est un super succès. Bravo notamment. On a démarré dans les sous-sols des bureaux de Deloitte et aujourd'hui on est 500 et 620 personnes qui nous suivent en ligne. Voilà, mais ça n'est pas le seul vecteur. Peut-être vous informer également qu'on a ce qu'on appelle un CFO Forum. C'est donc un cercle communautaire animé par Loïc, par Gauthier, par moi-même, qui se réunit au moins 4 fois par an ou plusieurs fois par an pour échanger notamment entre pairs, pouvoir faire bénéficier les uns et les autres des meilleures pratiques, des sujets du moment, des sujets d'actualité. Et donc, on est à votre disposition si vous souhaitez pouvoir y participer. Le troisième vecteur que je souhaiterais mentionner, c'est effectivement ce qu'on appelle le CFO Journal. Donc, c'est une superbe tribune en collaboration et en association avec le Wall Street Journal où ça nous permet, comment dirais-je, de proposer ça à certains de nos clients, certains des directeurs financiers, où ils peuvent exprimer en fait leur expérience, et notamment lors du Covid, au moins 3 directeurs financiers du CAC 40 en ont fait profiter la place. Donc une superbe tribune avec le Wall Street Journal où ils s'expriment sur leurs expériences. Avec le Wall Street Journal. Voilà. Le quatrième élément peut-être, c'est ce qu'on appelle le CFO Onboarding Lab. Donc à chaque fois qu'un CFO est nouvellement nommé, on met à disposition nos meilleures expertises, notre expérience de l'entreprise lorsque c'est le cas. Et ça permet d'établir au cours d'une journée très intense, d'ailleurs très dense, à la Greenhouse de Deloitte, la feuille de route des 12 mois, 24 mois et des années à venir du CFO, une feuille de route complètement co-construite avec les personnes qu'il souhaite avoir avec lui et nous-mêmes. Et enfin, peut-être pour terminer, un dernier vecteur également, c'est ce qu'on appelle la Next Gen CFO Academy. Donc si parmi vous, certains sont déjà identifiés pour devenir des futurs CFO de groupe ou CFO de filiale, cette académie a lieu aujourd'hui à Bruxelles et donc c'est un scoop, je l'annonce, elle aura lieu demain à Paris puisqu'on relocalise notre université à Paris. Et ça permet cette fois de partager entre pairs européens et au niveau européen les meilleures pratiques, les sujets d'actualité, mais aussi de bénéficier, je dirais, d'interventions de praticiens de très haut niveau, que ce soit des analystes financiers, que ce soit Standard & Poor's, Moody's ou des professeurs émérites sur les dernières actualités du moment et les meilleures pratiques et tout ce qui est transformation. C'est à la fois un programme de leadership et un programme technique. Tout à fait, qui adresse les 4 dimensions du CFO. Mais donc, ce que je voudrais dire en conclusion du programme de Deloitte à destination de la fonction finance et des CFO, c'est que n'hésitez pas à vous adresser aux associés de Deloitte avec lesquels vous avez l'habitude d'échanger. Et nous sommes à votre disposition pour aller un peu plus loin dans la démarche. Sophie, on est là pour se plonger dans le futur. Est-ce que tu pourrais relever peut-être les grands enjeux ou au moins un enjeu clé qui mériterait d'être mis sous les projecteurs ? Oui, je vais me concentrer sur un seul parce que sinon on durerait la journée. Je vais prendre l'angle de la data. Je pense que tous les CFO dans la salle savent que pour maîtriser tous les enjeux, aujourd'hui, il faut vraiment maîtriser la data et la data stratégique, la qualité de la data, la fiabilité et la prédictivité de la data. Et alors, si je regarde à l'aune de mon expertise qui est la fiscalité internationale, vous avez tous vu dans les journaux qu'on est en train de vivre une révolution fiscale comme on en vit une tous les 200 ans. Enfin, c'est vraiment la fiscalité mondiale est en train de changer sur où est-ce qu'on paye de l'impôt, le lieu de la consommation par rapport au lieu de la présence physique, et puis aussi maintenant que les États-Unis ont accepté de faire partie des signataires, donc presque 140 pays, avec ce taux d'imposition minimale à 15% au niveau mondial. Et donc la charge va peser sur la société mère. Donc là, je m'adresse à des CFO de groupes français en majorité. Mais donc le CFO français va devoir calculer le taux d'impôt qui est payé dans chaque pays sur la base des comptes conso, normes IFRS, donc là aussi une révolution.
et s'acquitter du différentiel entre ce qui est payé sur place et ce fameux taux de 15%. Alors là, j'ai vraiment extrêmement résumé, ça va être complexe. Donc, et deuxièmement, au niveau de la data, la France est très en retard au niveau de l'administration fiscale sur leur vision des données de l'entreprise, comparé par exemple à nos amis du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. L'administration fiscale a déjà accès, je dirais, en temps réel aux données de l'entreprise. Ça va arriver en France d'ici 12 mois, 18 mois. Donc préparez-vous à la qualité de vos datas avec des systèmes d'information fiables. Voilà, ça c'est un enjeu par exemple. Préparez-vous, vous avez entendu Sophie. Mansour, pour conclure? Oui, en conclusion, écoutez, vous l'avez certainement ressenti, qu'est-ce qu'on aimerait être vous continuez à vous accompagner dans le cockpit de la fonction finance, vous êtes à la croisée des chemins, la data, la transformation, l'accélération des transformations, c'est un euphémisme aujourd'hui de le dire, et donc écoutez, Sophie, Loïc, moi-même, les associés de Deloitte, sans oublier Michel qui est un des fondateurs d'ailleurs de cet événement aussi. Nous vous souhaitons une très belle édition Future of Finance 2021. Merci de votre attention. Merci à vous deux. Merci. Sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir mon acolyte Stéphane Soumier, qui vient pas tout seul, qui vient avec Philippe Heim, président du directoire de la Banque Postale. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. On avait commencé en fait cette grande discussion qu'on va continuer ensemble hier soir. Ce dont on va parler ensemble, Philippe, c'est la question de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller finalement sur les choix de financement et quels outils vous avez aujourd'hui sur les choix de financement que vous commencez à faire. La Banque Postale a pris une décision alors assez forte dans le principe, moins dans ses effets, parce que la Banque Postale n'est pas un grand financeur de l'énergie pétrolière, mais assez forte dans le principe. Vous êtes sorti totalement, mais vous allez me l'expliquer, de tout ce qui est pétrole, mais alors y compris les infrastructures de transport, par exemple. Voilà. Comment se murer une telle décision, Philippe? Et ensuite, on ira accompagner votre réflexion sur les critères, les outils de mesure que vous avez aujourd'hui pour discriminer tel ou tel secteur. Merci beaucoup Stéphane. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin parce que je vais vous confesser quelque chose. J'étais déjà dans cette assemblée il y a 5 ans parce que j'étais moi-même directeur financier. Voilà, donc j'ai beaucoup de sympathie en tout cas. Je crois que cet événement... Vous êtes même à l'origine de cet événement, Philippe. Voilà, absolument. En partie, il faut le dire. Alors maintenant, si on revient sur le cœur du sujet, la Banque Postale est une banque jeune et je précise d'emblée qu'on a commencé l'activité de financement aux entreprises il y a maintenant 8 ans. Et nous sommes engagés dans le cadre du plan stratégique que j'ai présenté il y a 6 mois dans ce qu'on appelle l'accompagnement des transitions justes au sens onusien. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'être un acteur à impact positif. Alors Stéphane, vous citiez la sortie du pétrole et du gaz, mais c'est qu'un aspect de notre politique. Quand on dit qu'on va accompagner des transitions justes, d'ailleurs il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui dans cette salle qui ont les mêmes réflexions. Ce n'est pas tellement une réflexion sur le B2B, c'est-à-dire comment on accompagne les entreprises, les collectivités locales. Nous avons une gamme de produits verts qui se développe bien. Il y a une activité sur la gestion d'actifs, je pourrais vous en parler. Aujourd'hui, on a une gestion d'actifs à travers LBP Asset Management qui est 100% ISR, au sens de la loi française. Et enfin, on a développé un business également B2C, qui pour moi est la nouvelle frontière. C'est comment on accompagne les ménages, et on en fait également des acteurs de la transition juste. Alors là, je ne vais pas vous faire l'article, mais c'est du crédit consommation à impact, c'est des pré-avances rénovation, comment on arrive à supprimer les 5 millions de passoires thermiques en France. C'est une réalité, il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Voilà. Donc on a pris la décision de sortir du pétrole et du gaz, qu'ils soient conventionnels et non conventionnels. Je vous challenge juste sur un point. Nous avons 65 milliards de book sur les entreprises, ça représente 2%, mais c'est la conséquence aujourd'hui, si on n'est qu'à 2% de nos expositions, c'est la conséquence d'une discipline depuis l'origine. Nous en avons tiré les conséquences et pour nous c'est très important. C'est très important puisque, je vais y revenir, les banques jouent un rôle particulier et nous en tant que banque particulièrement
impliqués dans les thématiques citoyennes, nous devions faire ce mouvement. Et c'est quelque chose qu'on a discuté avec notre gouvernance, c'est quelque chose qu'on a discuté avec nos collaborateurs, et ça fait partie de notre raison d'être, en tout cas qui explique qu'on va devenir entreprise à mission. Et justement, Philippe, gouvernance, collaborateurs, mais vous êtes aujourd'hui, le monde bancaire en général, hein, si on sort de la Banque Postale, sous de multiples pressions. Je pense des pressions internes qui doivent être assez fortes, des pressions externes, les activistes, les régulateurs. Lesquelles sont les plus fortes aujourd'hui ? Alors, j'ai beaucoup de convictions. Alors, tout à l'heure, on va aborder le sujet de à quel point il faut agir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne se fera rien en termes de décarbonation. En tout cas, je vais tourner différemment. Les banques sont un acteur majeur de la décarbonation, puisque en tant que banque, nous sommes au carrefour du financement de l'économie, de l'allocation de l'épargne, des investissements. C'est pour ça que vous êtes là, Philippe, absolument. Et c'est la raison pour laquelle, alors sur cette thématique-là, mais je peux vous citer l'anti-blanchiment, toutes les parties prenantes se ruent sur les banques. Je veux dire, vous avez vous-même, chacun dans vos domaines, vous pouvez avoir des superviseurs. En sachant, je peux vous dire que nous sommes, le secteur bancaire, un secteur par essence extrêmement régulé. Et les thématiques de développement durable sont aujourd'hui à l'agenda, bien entendu, des ONG, qui font le siège de nos assemblées générales, mais également des superviseurs, avec ce concept introduit par Marc Carnet, le climat étant lui-même un risque financier systémique. Et maintenant, notre superviseur, la Banque centrale européenne, nous applique des stress tests climatiques. Et s'il apparaît que nous avons un risque de crédit parce que nous emportons des stranded assets, il y aura pour nous des surcharges en capital. Oui, c'est extrêmement concret. Donc nous devons témoigner d'avoir une trajectoire crédible, pas seulement vis-à-vis des observateurs externes, mais également vis-à-vis de nos superviseurs. Mac Carney, que vous citez, donc, ancien gouverneur de la Banque centrale britannique puis canadienne, a été l'inventeur d'une phrase magnifique qui est la tragédie des horizons. Et en gros, le sujet, et alors allons-y là-dessus, Philippe, et puis ensuite on reviendra sur les instruments de mesure. Le sujet, c'est comment est-ce que je fais pour sauver l'avenir tout en préservant ce qui se passe aujourd'hui, et si on peut parler du pétrole notamment, le fait que 80% du monde aujourd'hui a encore besoin et aura encore besoin du pétrole pour continuer à avancer, pour continuer à se chauffer, pour continuer à produire, pour continuer à croître. Comment est-ce que vous analysez cette question ? Pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est assez simple pour vous de dire « Allez, je sors complètement du pétrole, je sais que je ne vais déstabiliser finalement aucune véritable chaîne de production. » Si vous étiez à la tête d'une institution directement en financement des hydrocarbures, comment est-ce que vous réfléchiriez à cette tragédie des horizons ? Alors, commençons par le début. Commençons par le début, par des convictions. Il y a un certain nombre d'éléments, je crois qu'il faut partager. Il y a d'abord des preuves tangibles. Excusez-moi Stéphane, mais il y a des preuves tangibles. Aucun doute, je crois qu'aucun doute pour personne dans cette salle. C'est-à-dire que selon l'IPCC, 100% du réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Ok ? Vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui vous dit que si on veut être au rendez-vous de la COP21, qui avait lieu à Paris, il faut qu'on stoppe tous les projets d'exploration. Voilà, ça ce sont des faits tangibles. Et il faut que je crois que chacun, on porte une partie de notre fardeau. Et je vais être extrêmement clair, Stéphane, quand on dit qu'on sort du pétrole et du gaz, pour autant, et moi je vous le dis, en tant que banquier, vous êtes de certaine façon tous mes clients, nous vous accompagnerons dans vos stratégies de transition. C'est-à-dire, dès lors que effectivement vous êtes dans ce chemin, nous serons avec vous pour vous accompagner. Ça, c'est un point très important. Alors ensuite, propos peut-être de banquiers et banquiers qui a vécu dans différentes vies, dans des activités qui ont connu de très très grandes mutations. Je vais partager avec vous quand même certaines convictions. C'est que dès lors que vous mettez des contraintes sur un système, le système arrive toujours à s'adapter. Et je vais donner un exemple. Alors peut-être qu'il est un peu décalé. Moi j'ai connu dans la banque, quand on a supprimé le prop trading, quand on a appliqué des règles très dures, je peux trading pour compte propre. Oui, le trading pour compte propre.
Eh ben, écoutez, il n'a pas fallu 2 mois avant La banque gagnait de l'argent avec votre argent, en fait. Voilà, c'était ça le exactement. sujet, Et il n'a pas fallu 2 mois, 3 mois avant que les traders trouvent d'autres manières de faire du profit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous appliquions nous-mêmes de la discipline pour que nous trouvions nous-mêmes les solutions. Alors, évidemment, il y a un élément d'indécision, de complexité, peut-être d'anxiété. Mais par exemple, le développement de l'énergie hydrogène, c'est un boulevard pour nous. Donc, effectivement, il y a des contraintes, mais je suis certain que dans ce chemin, nous n'en connaissons pas encore les éléments, nous n'en connaissons pas encore la destination, nous saurons collectivement trouver des solutions. C'est très intéressant. Et alors, ça pose la question de avec quels outils est-ce que vous prenez vos décisions? Alors, qu'est-ce qui vous permet de mesurer l'impact de tel ou tel secteur aujourd'hui? Alors, je vais répondre peut-être déjà en prenant un peu de hauteur. Je rappellerai déjà, excusez-moi, les outils ramènent à la méthode scientifique, à l'élément de preuve. Et je me dois de vous mentionner qu'aujourd'hui, si on pose la question aux Français, 50% ont vaguement entendu parler du label ESG et 5% comprennent en gros ce que ça signifie. Si vous interrogez les jeunes, 75% manifestent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Ils sont très inquiets sur le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, alors je vais répondre à votre question, il y a de plus en plus, comment dirais-je, de méfiance, d'incrédulité vis-à-vis des engagements qui sont pris par les uns et par les autres, parce qu'il y a ce qu'on appelle les autoréférentiels et les autotaxonomies et ainsi de suite. Donc, j'en arrive à votre question. Comment s'organise nous-mêmes pour être crédible vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes? Et c'est la raison pour laquelle il y a 2 éléments que je vais vous citer. Et je vous incite aussi à le faire, chacun d'entre vous. D'abord, vous avez des organismes internationaux comme le SBTI, le Science Based Target Initiative, avec des ONG qui sont certifiées par les Nations Unies, qui sont capables de vous donner une validation scientifique de votre trajectoire. Et nous sommes aujourd'hui la première banque, nous avons le résultat il y a 15 jours, à être certifiée scientifiquement, enfin en tout cas notre trajectoire validée scientifiquement par le SBTI. Deuxième élément, Stéphane. Première au monde, hein? Oui, première au monde. Première au monde. Absolument. Et nous avons travaillé avec le SBTI sur une méthodologie qu'on va pouvoir appliquer à toutes les autres banques. Et j'en profite pour dire que nous sommes dans un réseau qui est le Net Zero Banking Alliance et nous représentons toutes les banques européennes aux Nations Unies. Alors ensuite, hormis les éléments que je vous ai cités sur la verification de l'ensemble de la gamme produit, nous développons une méthodologie interne qu'on appelle l'indice global d'impact. Et c'est très simple. Ça signifie que dans nos décisions de crédit, dans nos comités de crédit que l'on réunit selon les besoins chaque jour, chaque semaine, ou dans le comité d'investissement, nous appliquons un scoring de l'impact de vos projets, l'impact green, mais pas seulement, également l'impact territorial, l'impact social. Et c'est quelque chose qu'on incorpore à nos décisions et on voit si la balance est suffisante. Donc c'est tout le fonctionnement de la banque qui change à travers ce type de méthodologie. Et c'est un outil propriétaire, c'est à vous? C'est un outil propriétaire, mais qui n'est pas clos, c'est-à-dire qu'on est en tout cas ouvert, on travaille avec le WWF, on travaille d'ailleurs avec Deloitte, et on est prêt à travailler avec tous ceux qui souhaiteraient s'embarquer dans cette initiative. Et vous l'avez dit d'un mot, mais c'est aussi très important, c'est approche dite holistique, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas au carbone. Ça aussi, c'est un choix qui est un choix assez fort quand même. C'est-à-dire, on considère que énormément d'éléments de société font partie, doivent faire partie de vos décisions d'accorder des crédits ou pas. Pourquoi justement cette approche holistique et non pas tout concentré sur le carbone? C'est très important. C'est très important. Et là, on s'est inspiré d'un concept onusien que l'ONU elle-même a tiré du Bureau international du travail. C'est le concept de transition juste, qui en fait est la résultante des ODD, des objectifs de développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en tant qu'acteur engagé, on se doit d'être attentif aux impacts globaux, pas seulement environnementaux, mais impacts territoriaux et sociaux. Et je ne vais pas être trop long, mais on est aujourd'hui à la fin d'un cycle qui a commencé il y a 30 ans, 40 ans, avec l'insertion de la Chine dans les échanges, l'entrée de la Chine dans l'OMC, avec un mouvement très profond. On a transféré des moyens de production et on voit aujourd'hui les conséquences avec le Covid en Chine. L'effet très positif, c'est qu'on a rapatrié du pouvoir d'achat pour les consommateurs, pour les Français, ça a été très positif, mais en même temps, on a déséquilibré des territoires. Et en même temps, on a appauvri aussi des classes moyennes.
et je ne vais pas être trop long, mais la Banque mondiale a très bien documenté que ce mouvement séculaire, il a permis de sortir de la pauvreté des populations dans les pays émergents, en Chine, en Inde. Il a pas appauvri, mais il y a un moindre effet de richesse sur les classes moyennes et au profit, c'est la courbe de l'éléphant avec une trompe, d'un enrichissement très fort des premiers centiles. Donc, si aujourd'hui on veut avoir un impact, il n'y a pas que le green. Il y a aussi quel est l'impact de vos projets d'investissement sur l'équilibre des territoires et quels sont les impacts sociaux. Et en tête, le mouvement des gilets jaunes. D'où ça part? Ce n'est pas seulement le prix de l'essence, c'est le fait qu'effectivement, les territoires, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'industrie, avec aussi un sentiment de déclassement des classes moyennes. Voilà. D'où cet engagement en tant que banque citoyenne. Et je dois dire que, oui, peut-être, de certaine façon, on a été précurseur, mais en tout cas, je note avec beaucoup d'intérêt que l'ensemble du secteur bancaire embrasse aujourd'hui cette même démarche. Je ne citerai pas des concurrents. Et beaucoup d'entreprises qui sont dans cette salle. Moi, je discute énormément. Enfin, et évidemment, on est tous convaincus que c'est autour de la finance que tout ça va se jouer et que les directeurs financiers ont un rôle très, très important. Moi, à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le discours qu'on vient d'avoir ensemble, Philippe, très intéressant sur l'urgence absolue de rétablir la balance climatique et l'idée de vouloir embrasser l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui les sujets de développement, comme vous le dites. Alors, il y a les inégalités de richesse, mais il y a aussi, j'imagine, les inégalités hommes-femmes. Il y a aussi l'ensemble de l'inclusion des handicaps. Enfin, vous voyez, à chaque fois, la question, c'est n'y a-t-il pas un risque de se disperser, finalement, et d'être moins efficace? Non, tous les sujets, en réalité, sont interconnectés et sans ambiguïté. Hein. Ce n'est pas un sujet politique, c'est une question sociétale. Hein. C'est qu'est-ce qui fait que la société est société, qu'est-ce qui fait qu'on vit tous ensemble. Et je pense que, quelque part, encore une fois, l'ensemble de ces sujets sont interconnectés, et si on en loupe, en tout cas, si on néglige l'un et l'autre des aspects, nous sommes rattrapés. Encore une fois, tous ensemble, en tant qu'acteurs de la finance, en tant qu'acteurs de l'industrie, nous avons un rôle tout à fait particulier pour accompagner ce qui se fait dans notre pays. Et une conviction, hein, même si je suis une banque publique, moi je pense que quelque part l'initiative, et en tout cas l'action, doit venir des acteurs privés, tous ensemble. Hein, et on ne doit pas attendre que nos stakeholders publics, nos superviseurs ou les ONG nous dictent la direction. Je reviens sur les instruments de mesure. L'une de nos plus grandes économistes, Hélène Rey, milite pour que l'Europe se saisisse, mais vraiment très très vite, peut-être de manière encore plus efficace, d'une question, je vais la résumer comme ça, norme IFRS climatique. Est-ce que vous appelez ça de vos voeux? Est-ce que quelque chose qui justement vous permette de sortir d'un outil propriétaire, d'avoir des données robustes, opposables? Alors, en tant qu'ancien directeur financier, je ne suis pas confortable. Allez, vas-y, c'est très important. Non, mais je ne suis pas confortable et je pense que, j'espère que ça résonne parmi mes anciens collègues dans cette salle. Je préfère de loin que le langage commun qu'on va utiliser, les procédures qu'on va appliquer, résultent d'une gouvernance européenne, démocratique, gouvernée par les États, quelque part contrebalancée dans un dialogue avec le Parlement européen qui représente les citoyens. Donc on est dans un processus qui est politique, plutôt qu'il émane d'un IFRS Board qui est quelque part, que je respecte bien entendu, mais qui quelque part n'est pas une institution démocratique, et quelque part je ne le fais aucun reproche, mais qui est une institution technique, d'influence majoritairement anglo-saxonne, et qui va nous imposer bientôt des normes. Et je pense qu'on a tous en tête qu'il y a un certain nombre de règles comptables ou prudentielles qui sont d'inspiration américaine, mais que parfois seule l'Europe doit appliquer. Voilà. Bon. Donc les normes IFRS, en tant que banquier, j'ai en tête IFRS 9. En tant qu'assureur, je peux aussi vous citer IFRS 17. Voilà. IFRS, c'est quelque part le legacy d'Enron. IFRS est appliqué en dehors des États-Unis. Les États-Unis sont restés sous les US GAAP. Les normes bâloises, très bien, elles sont appliquées qu'en Europe, en gros. Elles ne sont pas appliquées aux États-Unis. Donc pour ça, je pense, encore une fois, je plaide pour que ce sujet soit embrassé par des institutions communautaires européennes dans un cadre démocratique. C'est clair, voilà. Merci, merci Philippe, et merci pour cette conviction, juste pour conclure. On l'a dit finalement, hein, c'est la finance qui est la solution.
Voilà. Absolument. On est tous convaincus de ça ici. Merci Stéphane. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous tous. On va continuer. Alors, pour le coup, avec une rupture, puisque c'est Olivier Boguillot qui va venir nous rejoindre. Olivier, président de Sanofi en France. Bonjour Olivier. Président de Sanofi en France. Et alors, bon, évidemment, là ensemble, Olivier, on n'est pas là pour parler de finances vertes, on est plus là pour parler management du changement. Tu vas nous faire partager cette conviction que j'ai moi aussi, donc je suis absolument ravi, que nous vivons, mesdames et messieurs, une époque inouïe. Voilà. Absolument inouïe. Et au-delà de tout ce qu'on vient de décrire en termes de menaces avec Philippe Heim, et vous avez entre les mains évidemment les outils pour essayer d'écarter ces menaces, il y a aussi des opportunités extraordinaires. Voilà. Mais avant d'aller sur ces opportunités, Philippe, moi, on a tous vécu ce qu'a traversé Sanofi sur ces 18 derniers mois. Et je dois dire, alors pardon, c'est presque plus l'homme de communication qui parle, mais j'ai été bluffé par la lettre que tu as écrite. Alors c'était quand exactement? C'était à la rentrée, c'était en septembre? C'était au mois d'août. C'était au mois d'août, voilà. N'attendez pas le vaccin de Sanofi pour aller vous faire vacciner. Moi, je voudrais que tu nous racontes ce qui a amené... C'est un coup de communicant, et auquel cas je veux son nom, parce que c'est un génie, ou, comme c'est tellement génial, c'est pas un coup de communicant. Ça pouvait pas être un coup de communicant Ouais, au plein milieu du mois d'août. D'abord, je suis ravi d'être ici. Hein. On est en plein finalisation de nos arbitrages budgétaires. Je me suis dit que pour me détendre, j'allais venir avec des financiers. Je suis évidemment très heureux d'être là. Et effectivement, pour raconter cette anecdote, au fond, c'est... on est en plein dans le thème, hein, la responsabilité du dirigeant. Ouais, la responsabilité du dirigeant. On est au cœur de l'été, on a le variant Delta qui est en train de se diffuser, on a une nouvelle vague qui est en train de se présenter, et autour de moi, autour de vous, vous avez sans doute des gens qui vous disent en fait, je ne vais pas me faire vacciner parce que j'attends le vaccin de Sanofi. Et puis vous avez aussi une autre catégorie de personnes qui... explique et qui utilise Sanofi en disant il ne faut pas se faire vacciner, une partie de personnes anti-vax qui utilisent la bande passante des médias pour expliquer qu'il faut attendre le vaccin de Sanofi, au fond on aura plus de certitude. Et là, votre responsabilité en conscience, c'est de protéger les gens. C'est votre responsabilité en tant que dirigeant. Vous savez, moi quand j'ai pris mes responsabilités à la tête de Sanofi France, c'était le 1er mars 2020. Le premier call que je fais avec les managers, c'est le 17, la veille du confinement. J'ai quelques collègues dans la salle, ils doivent s'en rappeler. Et donc j'explique ce jour-là à mes collègues qui vont être chez eux. Et la première responsabilité qui est la mienne, je m'exprime devant 2500 managers, c'est de dire qu'il va falloir faire attention à vous. On fait attention d'abord à nos propres collaborateurs. Ensuite, on essaie de voir de quelle manière on va organiser Sanofi pour continuer notre activité. On a une responsabilité aussi en tant que chef d'entreprise de continuer notre activité. Et on a une activité particulière. Il s'agissait de produire des médicaments qui allaient être utiles dans la crise. Et je dois dire, moi j'ai une certaine fierté de voir que notamment nos collaborateurs qui étaient dans les usines de Sanofi, on a 18 usines en France, on a eu un taux de présence dans les usines, alors même que les gens partaient travailler sans savoir. Hein. On a eu un taux de présence supérieur à l'activité normale. Donc ça, c'est aussi une responsabilité qu'on doit avoir de continuer notre activité de produire des médicaments. Mais après, vous savez, Sanofi s'est engagé en essayant de trouver des médicaments, en développant des vaccins. On parlera probablement du vaccin tout à l'heure. Mais au cœur de l'été, ça se passe en 20 minutes au fond. Hein. Vous avez c'est ta décision de dire on va faire ce truc. Alors c'est ma décision et pour la petite histoire, c'est un post que on met en ligne et je fais un mail à mon CEO juste après pour le prévenir. Après. C'était fait. C'était fait et en fait, d'abord c'est là où on voit la qualité du CEO. Il m'a fait un message immédiatement pour me dire it was the right thing to do. Donc lui aussi avait cette conscience, c'est la responsabilité en conscience, la conscience qu'il faut qu'on puisse
donner une information en tant que... Vous savez, les gens nous regardaient, les gens parlaient beaucoup de Sanofi, et puis certains finissaient en réa parce qu'ils attendaient notre vaccin. C'est insupportable. Ouais, non, mais c'est absolument. C'est absolument. Même démarche qui a amené à fabriquer le vaccin des autres. Ouais. Ce qui est quand même, quand on est Sanofi, enfin rappelons-le, Sanofi Pasteur, voilà, hein, doit être une décision compliquée à prendre quand même. Comment est-ce qu'on mobilise les équipes en interne pour dire, écoutez les gars, on a perdu cette bataille, mais c'est notre devoir de l'amener derrière un autre général finalement. C'est quelque chose comme ça. Alors en fait, là aussi, c'est là où on voit... Sanofi, c'est une grande organisation, on est 100 000, parfois on est un peu lourd, comme toutes les grandes organisations. Et on se rend compte que même les organisations les plus lourdes peuvent avoir une forme d'agilité dans les moments de crise. On a effectivement les résultats de notre premier essai de phase 2 sur notre vaccin, qui ne sont pas satisfaisants dans une tranche de la population, et ça entraîne un décalage. Donc, réunion de crise, on va avoir un décalage. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Vous avez un tour de table assez rapide, et il y en a un qui dit utilisons nos capacités de production qui ne vont pas être mobilisées pour produire notre vaccin, pour produire le vaccin des autres. Et là, voilà, vous êtes en comité exécutif, vous avez le CEO, vous avez le directeur financier, vous avez un certain nombre d'opérateurs autour de la table, notre patron des affaires industrielles. Est-ce qu'on peut le faire? La réponse est oui. Est-ce qu'on a des demandes? Parce que là, on a souvent expliqué que Sanofi, du coup, devenait un sous-traitant, mais il faut imaginer que nos concurrents, Moderna, BioNTech, Pfizer ou J&J, sont venus nous voir parce qu'ils avaient une confiance absolue dans nos capacités de production à taille immense. Il ne s'agit pas de produire 10 millions de doses, il s'agit d'en produire 1,5 milliard et très rapidement. Donc ils sont retournés vers nous et on a regardé, oui, on va faire cet arbitrage-là. Là aussi, c'est un choix responsable. Et alors, justement, Olivier, les directions financières, à travers cette période, ont finalement gagné une légitimité, je parle évidemment sous votre contrôle à tous, gagné une légitimité qu'elles n'avaient pas forcément parce qu'elles ont tenu l'économie à bout de bras, elles ont tenu les boîtes à bout de bras, parce que l'ensemble de ceux qui étaient en train de voir le cash partir à jet continu se sont retournés vers les directions financières en disant vous allez nous sauver, et elles l'ont fait. Et finalement, il en est peut-être un peu de même pour la pharmacie, non? C'est-à-dire, c'était Big Pharma, c'était vous nous gavez de tranquillisants, c'était vous faites des médicaments qui servent à rien et qui coûtent une fortune, et tout à coup, waouh, je retrouve l'essentiel de mon métier. Oui, il y a eu ce moment-là, c'est ce qui a expliqué aussi l'engagement, y compris de nos propres collaborateurs. On retrouve le sens de la mission, de ce pourquoi on se lève le matin et on travaille. Mais c'est vrai que la pharma, c'est un peu le mal aimé parce qu'on fait de la science, on développe des nouveaux médicaments, et ils sont payés par la collectivité. Et ce rapport, parfois plus en France qu'ailleurs, parfois d'ailleurs, mais je l'ai connu aussi aux États-Unis où j'ai vécu. Ce rapport à l'argent associé à la santé, c'est quelque chose qui est pas simple à gérer. Non, très compliqué. Et on a souvent été perçu comme une dépense dans les systèmes de santé. Vous venez, vous avez des médicaments, ils sont très efficaces certes, mais ils sont chers. Donc on a été perçu comme une dépense. Et dans cette crise, on a été perçu comme une solution. Et puis c'est aussi une réponse à ceux qui en doutent, qu'on peut avoir dans un moment un investissement public fort, parce qu'il a fallu un investissement public très fort pour pouvoir développer ces vaccins-là, mais aussi des opérateurs privés de grande qualité, et il y en a eu. Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, Valneva ou d'autres. Et puis je rajoute toutes les autres sociétés. Il y a des sociétés pendant cette crise qui se sont mobilisées pour faire des applications. Vous avez Covidom, qui est une société de technologie d'information qui permettait de maintenir les patients à domicile et pas emboliser les urgences. Et il y a eu tous ces opérateurs privés-là, ils ont retrouvé un peu effectivement. Et puis ça a permis aussi effectivement à nos gouvernements qui nous voyaient plutôt comme une dépense qu'il fallait contrôler et dont il fallait baisser probablement les profits, à se dire mais non en fait, et surtout en Europe, il faut qu'on puisse avoir des sociétés les plus profitables possibles pour être à l'affût des ruptures technologiques et des médicaments de demain. Alors justement, parlons-en. Tu as la conviction qu'on vit alors, pour la science, pour la médecine, et au-delà, je pense que ça concerne tous les secteurs, parce que là, on va parler de la science et de Sanofi. On peut avoir aussi, j'en sais rien moi, Tesla et l'automobile en tête, par exemple. Non, mais
nous sommes dans une révolution industrielle, Olivier, c'est ta conviction? Alors, dans le secteur des sciences de la vie, c'est évident. Depuis 15 ans, l'accélération est telle que on vit un moment où j'aimerais avoir 20 ans et faire un PhD en biologie moléculaire et en biostatistique. Parce que ce qui va se passer dans les 10 prochaines ou les 15 prochaines années, c'est juste phénoménal. La connaissance du vivant et des mécanismes du vivant permet aujourd'hui d'identifier exactement les cibles et les plateformes qu'il faut mettre en place pour trouver les réponses, les médicaments. Et donc, connaître le vivant, avoir les plateformes. Avant, on ne les avait pas. Hein. Avant, on faisait de la chimie et on faisait un peu de la moyenne sur ce qui peut apporter une solution. Là, on voit le dysfonctionnement, on a les différentes plateformes, donc on peut faire soit, je ne vais pas vous barber de signes, mais un anticorps monoclonal, une petite molécule, une molécule très complexe, des molécules conjuguées. Par exemple, dans le cancer du poumon, chez Sanofi, on a une molécule où vous avez un anticorps monoclonal qui se fixe sur la tumeur, auquel on a accroché une cytotoxique, donc une chimiothérapie qui tue la tumeur. Donc vous voyez, l'arsenal qu'on a pour soigner augmente, et notre connaissance du vivant augmente aussi. Si vous rajoutez là-dessus l'intelligence artificielle, le big data, la capacité d'aller identifier la sous-population de non-répondeurs sur lequel il va falloir telle ou telle association de molécules, c'est bourré de promesses. C'est inouï et c'est une accélération exponentielle? On le voit là, hein, on voit que les nouveaux traitements qui arrivent, vous avez certains traitements qui arrivent pour faire ce qu'on appelle le first to human, donc la première molécule chez l'homme. Jusqu'à présent, on mettait 4-5 ans. Maintenant, on arrive à le faire en 18 mois. C'est ça. Parce qu'on est tellement précis sur le cas qu'on veut aller traiter, on est tellement précis sur la plateforme qu'on veut utiliser, qu'on peut aller très très vite. Comment est-ce qu'on met une grosse organisation comme Sanofi en ordre de bataille pour affronter ce défi? Enfin, on a beaucoup raconté que la nuit, je crois que c'est les Chinois qui mettent en ligne le code génétique, c'est comme ça qu'on s'exprime, hein, voilà, du virus. Et la nuit où ils le mettent en ligne, Moderna le modélise déjà et commence déjà à travailler dessus, etc. Comment est-ce qu'une grosse organisation comme Sanofi, avec toute son histoire, peut affronter cette accélération? Eh ben, d'abord, en s'y préparant, alors c'est vrai qu'il y a eu, y compris parce qu'on est arrivé après l'ARN messager sur le vaccin, une idée que Sanofi était un peu en retard, un peu dépassé, un peu moins innovant. Ouais. Ah oui, et moi, je suis là pour vous dire que c'est exactement l'inverse. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé être dans l'ARN messager, mais on va y être rapidement puisqu'on a une plateforme sur l'ARN messager. On a fait le choix, nous, de prendre une autre technologie. Et je le dis encore, on a eu raison. Hein. Non, mais c'est en termes RH. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, la transformation qui s'est opérée chez Sanofi, elle a été notamment sur les plateformes de R&D. On était une société qui faisait essentiellement de la chimie, donc on avait une plateforme qui développait des médicaments essentiellement issus de la chimie. Mais la révolution de la biotechnologie faisait que vous avez besoin d'avoir dans votre boîte à outils plusieurs plateformes. Et ça, c'est des cycles qui prennent, vous savez, tout ça c'est GMP+, hein, il faut développer des plateformes qui soient compatibles avec les autorités réglementaires. Donc on a mis les 8 dernières années à investir dans les différentes plateformes. Aujourd'hui, Sanofi sait faire des enzymes, des anticorps monoclonaux, des multispécifiques, de la thérapie génique, de l'ARN messager. Donc on a l'arsenal. Et maintenant, et c'est toute la promesse que mon directeur financier préféré et mon CEO défendent, c'est une fois qu'on a l'arsenal, les orientations stratégiques dans les aires thérapeutiques dans lesquelles vous voulez être, parce que Sanofi était un peu partout, et vous ne pouvez pas être bon partout aujourd'hui. Ouais. Vous devez être bon, vous devez être le meilleur et le premier dans des aires thérapeutiques phares. Donc on a sélectionné nos priorités, on investit dans nos plateformes, et l'idée c'est qu'on vous démontre à vous tous, hein, que dans les prochaines années, on sera, comme disent les anglo-saxons, leading from the front en termes de recherche et de développement, et qu'on sortira des médicaments qui sont les premiers ou les meilleurs de leur catégorie. Ça veut dire, je vais le dire un peu brutalement, les dinosaures ne sont pas forcément condamnés par cette accélération foudroyante de l'ensemble des secteurs aujourd'hui, portés par le digital d'ailleurs. Mais ça nécessite des transformations majeures, parfois beaucoup de pédagogie. On a reproché à Sanofi de diminuer ses chercheurs en interne.
Et c'est parce que le modèle a changé. Il faut moins de chercheurs en interne parce qu'il faut plus de partenariats vers l'externe. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins de recherche, ça ne veut pas dire qu'on investit moins en recherche. Au fond, on investit plus qu'avant, mais le modèle est différent. Ça nécessite aussi, même si on est un secteur extrêmement dynamique, avec des chiffres d'affaires importants, avec des rentabilités élevées, mais avec un niveau de risque très élevé de réinvestissement dans la recherche, une discipline en matière de gestion des coûts qui est aussi pareil que d'autres secteurs. Un directeur financier qui venait de l'automobile, je peux vous dire qu'il a apporté un petit souffle de pression interne. De rigueur. Et de discipline. Rigueur. Et c'est important, parce que chaque euro compte pour aller vite, pour investir massivement. Vous savez, quand Paul Hudson arrive, le CEO de Sanofi, il dit qu'il faut être bold dans notre développement clinique. Avant, on se disait, bah, tiens, on va faire une étude de phase 3. Une étude de phase 3, c'est un gros investissement. Sur un produit, il dit non mais là, si le produit est dans notre axe prioritaire et dans notre axe stratégique, on ne va pas en faire une, on va en faire 4 d'un coup pour aller le plus vite possible. Ça nécessite une discipline financière forte parce que cet investissement-là, il faut le financer. Merci Olivier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés à l'occasion de Future of Finance. Et on va terminer cette série d'entretiens avec le directeur général finance de Thales qui va venir me rejoindre tout de suite, Pascal Bouchiat. Salut Pascal, tu prends un des 2 micros. Bonjour à tous et à toutes. Alors, et je le dis, bouge-toi les oreilles, mais je trouve qu'on le sait assez peu, mais c'est... Alors, il n'y a pas la même histoire, mais c'est un peu notre Tesla à nous quand même, Thales. Non mais sérieusement, les amis, entreprise industrielle de très haute technologie ayant des coûts d'avance très très importants sur le reste du monde. On n'en a pas 40, voilà. Il y a vous, il y a peut-être Resté Micro aujourd'hui, mais enfin, évidemment, d'une taille qui soit une taille importante. Donc voilà, je suis ravi que tu sois là, Pascal, pour porter, et on peut commencer avec ça. Olivier, tout à l'heure, nous disait, en tout cas dans la pharmacie, nous sommes entrés dans une révolution industrielle. Voilà. Dans une accélération aujourd'hui qui peut porter, moi c'est ma conviction personnelle, une croissance très très importante. Est-ce que tu partages cette conviction ? Oui, alors absolument. Alors Stéphane, merci pour cette comparaison flatteuse par rapport à Tesla. Alors je dois reconnaître qu'en termes de valorisation, c'est pas encore tout à fait le cas. mais ça viendra, viendra sans doute. Mais la tienne est plus rationnelle, voilà. J'espère en tout cas. Non, alors c'est vrai quand même maintenant, trêve de plaisanterie. C'est vrai qu'un groupe comme Thales se développe de plus en plus, bien évidemment sur des technologies digitales que nous avons tous en tête, mais aussi avec comme driver, et c'est quand même des concepts un peu nouveaux, avec des concepts tirés par l'ESG. Je peux vous donner effectivement 2 exemples qui me sont pour moi extrêmement alors on allait y venir, mais pardon, excusez-moi, mais je veux vraiment faire partager. C'était une de The Economist il y a 18 mois à peu près. J'aurais voulu qu'on la placarde dans l'ensemble des entreprises de France et de Navarre. Donc c'était une fusée qui décollait. Et The Economist titrait The Roaring Twenties, c'est-à-dire le retour un siècle après. Et il y a un siècle, c'était l'électricité finalement et la puissance des machines qui se généralisaient partout. Aujourd'hui, c'est le digital. Le retour, si on sait la saisir, d'une période de croissance exceptionnelle devant nous. Oui. McKinsey partage ce sentiment, par exemple. Voilà. Je voudrais juste savoir si tu partages, toi, au cœur de ces technologies, ce sentiment, et ensuite on ira sur l'ESG. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, je pense vraiment que les enjeux aujourd'hui du digital doivent permettre de développer une croissance, et je ne suis pas du tout décliniste, mais je pense vraiment que la technologie et la science vont nous permettre de continuer à développer notre monde, notre planète, tout en respectant bien évidemment cette planète. Et ça, c'est des concepts effectivement nouveaux. Voilà, moi, il y a plein de domaines dans lesquels il y a des sources de croissance. Tu citais Tesla, on peut citer SpaceX, tu citais les fusées, mais nous sommes présents nous-mêmes sur ce qu'on appelle le New Space, le développement de nouvelles constellations de satellites qui vont permettre de donner à chacun, à l'ensemble des terriens, on va dire, accès à de l'Internet haut débit. Voilà, ça c'était une vraie source de croissance, mais c'est aussi pour des causes nobles.
Nous venons d'équiper l'Indonésie, par exemple, d'un nouveau satellite qui va permettre de relier 50 000 écoles qui sont aujourd'hui sur le continent indonésien, qui ne sont pas reliées, bien évidemment, en Internet haut débit par le filaire, parce que ça n'existe pas là-bas. Ce sont des zones qui sont beaucoup trop éloignées. Mais avec ces nouvelles technologies, eh bien, ces 50 000 écoles seront reliées effectivement au débit. La même chose pour des hôpitaux dans des endroits isolés de ce continent indonésien. Voilà un exemple vraiment de développement par le digital, de développement de croissance, et en même temps pour des causes nobles qui sont des causes de développement de nos concitoyens. Alors, allons-y sur l'ESG. Tout en sachant, mais on va en parler, hein, et on va en parler de manière très ouverte et très franche, que Thales, c'est aussi l'industrie de défense. Absolument. Allons-y sur, alors d'abord, objectifs environnementaux. Quelle est la place aujourd'hui de la direction financière et quelle place tu vois pour les directions financières dans le pilotage des objectifs environnementaux des grandes entreprises et des entreprises? Alors, ça c'est un thème qui est nouveau, mais qui me semble absolument fondamental. Je pense que nous sommes dans la salle beaucoup de financiers. Et c'est vrai que mon ressenti, c'est que jusqu'à un passé relativement récent, les directions financières étaient peut-être un peu éloignées de ces sujets. Je pense que ça ne doit plus être le cas. J'ai le sentiment actuellement de passer peut-être plus de temps sur les thématiques ESG que sur des thématiques purement financières. Sérieusement? Non, mais, oui. Non, mais c'est vraiment, c'est à ce point-là. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons fait, il y a quelques semaines, ce qu'on appelle un Capital Market Day, un Investor Day, totalement dédié à la thématique ESG. Ça, je pense que même il y a 18 mois, on n'aurait pas imaginé faire ceci. On aurait fait un Investor Day classique, avec des projections financières, avec des perspectives de croissance, etc. Oui, mais sans forcément aborder de manière aussi évidente ces aspects ESG. Et c'est vrai que les directions financières, jusqu'à un passé relativement récent, me semblent regarder ça de manière un peu distante. Les objectifs, par exemple les objectifs ESG, que beaucoup de nos groupes ont déjà commencé à produire il y a même déjà quelques années. Je pense que nous-mêmes, nous n'avons pas été dans la fixation de ces objectifs totalement présents, en tout cas, avec la rigueur qui nous caractérise, la passion des chiffres, mais qui ont fait que certains, on va dire les directions HSE par exemple, ou les directions du développement durable, qu'on regardait de manière un petit peu curieuse dans nos groupes. En tout cas, les directions financières regardaient ces autres directions de manière un petit peu curieuse, se dire ah oui, mais maintenant il faut absolument que je m'y mette. Et il y a vraiment intérêt à s'y mettre, parce que alors, je suis intimement persuadé que les thématiques ESG vont avoir un impact direct extrêmement puissant sur la valorisation de chacune de nos sociétés. Voilà. Et la valorisation de nos sociétés, c'est quand même d'abord une vraie thématique de direction financière, de direction générale finance. Attends, tu vas même plus loin. Quand on discutait ensemble, tu dis, alors aujourd'hui ou demain, rater son objectif carbone sera plus important que rater son EBIT. Sera aussi important. Aussi important. Ah, tu as dit plus important. Ouais. Les deux seront. BlackRock, ils disent déjà plus important, hein, les premiers financeurs du monde. Mais oui, alors BlackRock, je pourrais commenter sur BlackRock et ce retournement absolument magistral en quelques années. Bon, mais je dirais c'est ainsi. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Mais je dirais c'est ainsi. Non, c'est vraiment une thématique. Plus royaliste que les rois, on dit. Absolument. Aussi, ouais, à un absolument. moment, voilà. Non, mais je pense que c'est un point qui est effectivement fondamental. La fixation des objectifs ESG. La capacité ensuite à les délivrer. Tout à fait. Est un point qui est absolument crucial pour la valorisation de nos entreprises et la crédibilité du management. Bien. Je pense que dans le passé, la fixation de ces objectifs a été faite peut-être avec pas forcément assez de rigueur. Je dirais de rigueur, mais pour des raisons simples. C'est que d'abord, ce sont des thématiques qui sont extrêmement complexes. Quand je dis extrêmement complexes, j'ai l'impression aussi. Voilà. Des thématiques on a de la ressource, c'est parfait. Des thématiques qui sont complexes. Mesurer des émissions de CO2. Je ne sais pas si chacun d'entre vous s'est penché sur la question, entre le scope 1, le scope 2, le scope 3. Absolument. Je crois que tout le monde s'est penché sur la question. C'est une galère totale. Enfin, une gageure, absolument. C'est extrêmement compliqué. Et pour autant, il faut absolument s'y mettre
de façon à être capable de présenter des objectifs qui font sens, des feuilles de route associées, d'ailleurs des ressources de capitaux associées à ces engagements, puis ensuite effectivement la capacité à traquer effectivement ces évolutions, et même si en général ces objectifs de réduction de CO2 sont plutôt sur du moyen terme, on va dire peut-être 2025, 2030, 2040, je pense que notre crédibilité s'appuie aussi sur notre capacité à, année après année, être sur cette trajectoire. Voilà. Il faut vraiment qu'on s'habitue effectivement à ça et qu'on apporte notre rigueur à l'ensemble de nos autres collègues qui sont peut-être un peu plus inspirationnels et peut-être un peu moins les mains dans le cambouis lorsqu'il s'agit de s'engager sur des chiffres. Est-ce qu'il y a un prix interne du carbone chez Thales ? Et est-ce que tu réfléchis à ça ? Oui, alors on voit, enfin, l'une des gageurs de nos directions, hein, c'est notamment dans l'allocation du capital, dans finalement le calcul de rentabilité de nos investissements, c'est effectivement le prix du carbone. Donc c'est effectivement des choses que l'on fait maintenant, je dirais, chez Thales. Et effectivement, dans ce qu'on appelle nos gates, qui sont nos revues d'approbation d'investissement, la dimension ESG est devenue effectivement une dimension extrêmement importante. Et effectivement, le coût du carbone est pris en compte dans l'appréciation de la rentabilité de l'investissement. Pris en compte, enfin, tu réponds pas super. C'est un coût. Je dirais c'est un coût. C'est un coût, mais avec, alors tu le gardes confidentiel, mais avec un prix interne du carbone pour Thales. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, absolument. Élevé, moyen. Enfin, on connaît aujourd'hui le prix du carbone. Hein, d'accord, il suit alors donc 60-65 € la tonne. Oui, c'est effectivement ce type de prix, mais qui est effectivement un élément d'incentive. Et c'est vrai qu'on regarde des investissements aujourd'hui de manière peut-être un petit peu différente qu'on le regardait il y a quelques années, compte tenu effectivement de cet impact. Oui. Alors, on le disait, Thales est aussi dans l'industrie de défense. Est-ce que, et on en parlait avec Philippe Heim tout à l'heure, c'est-à-dire les financiers, les banquiers sont en train petit à petit de sortir, alors il y a effectivement des règlements européens, taxonomie, etc. Et puis, il y a la propre réflexion des banquiers, on le voyait avec Philippe Heim, c'est un outil propriétaire, de sortir différents secteurs de leur portefeuille de crédit et de leur portefeuille de financement. Est-ce que tu t'inquiètes à un moment que l'industrie de défense devienne compliquée à financer ? Oui, enfin, je m'inquiète parce que j'ai une vision qui est plutôt effectivement long terme. Ce n'est pas d'ailleurs tellement une question de financement, c'est plutôt une question d'investissement. D'investissement. Je vois aujourd'hui un certain nombre de fonds qui prennent des positions de principe et qui considèrent que, effectivement, dès lors qu'une société a plus de 5% de son chiffre d'affaires dans la défense, que globalement, il ne faut plus investir dans ce type de société. Et ce sont effectivement, des débats philosophiques et on va dire des oukas qui sont pris par effectivement ces fonds. Les mêmes d'ailleurs qui bien sûr demandent à leur gouvernement d'assurer la stabilité économique du monde de façon à ce qu'ils puissent effectivement continuer à commercer. Donc il y a une hypocrisie absolument totale effectivement sur ces sujets. Moi, ma position est très claire. La défense est une activité qui est absolument essentielle pour préserver la stabilité du monde. Et il ne peut pas y avoir de développement économique ou social sans stabilité, globalement. Et la défense est une activité totalement légitime sur le plan ESG, dès lors que, bien évidemment, elle est managée avec beaucoup de responsabilités. Oui, tout à fait. Et ce qui a été le cas, ce qui est de plus en plus le cas, c'est probablement l'industrie la plus régulée du monde. Vous savez que l'exportation de matériel de défense est interdite. Le cas général, c'est l'interdiction de l'export de matériel de défense, et que pour être capable d'exporter, il faut avoir des autorisations des États concernés. Donc c'est une industrie qui est extrêmement régulée. Il y a eu aussi dans ce type d'industrie, comme dans d'autres d'ailleurs, des problématiques d'anticorruption ou des problématiques de corruption qui ont été traitées depuis une vingtaine d'années. Et tous ces éléments, hein, enfin, la rigueur dans le choix de nos ventes, la rigueur dans la façon dont on fait cette activité en termes de développement commercial, tout ceci, ça participe sur cette notion de développement durable de ce type d'activité. Dernier point qu'on va voir ensemble, Pascal, et ça va être, j'imagine, au cœur maintenant des
des réflexions et des ateliers que vont mener nos partenaires et nos équipes finances, c'est la volatilité. Hier soir, on était avec le directeur financier de Carrefour qui disait on est sorti du Covid, on pensait pouvoir souffler un peu, voilà l'inflation qui remet tout par terre et je suis obligé d'aller dire aux équipes oubliez vos budgets, c'est fini, essayez de regarder comment on peut traiter cette histoire d'inflation et il faut le faire pratiquement jour après jour. Comment est-ce que, à ton avis, les équipes financières, la direction finance doit gérer cette volatilité ? Comment est-ce qu'on peut renforcer le régalien et en même temps donner davantage d'autonomie aux équipes? Bref, quelle est ta réflexion là-dessus? Alors, c'est vrai que finalement, quand on regarde le passé récent, au-delà de tout ce qu'on devait faire nous-mêmes financiers, et il y avait déjà beaucoup sur la table, hein, beaucoup dans notre assiette, il y a effectivement des nouveaux thèmes qui se sont imposés. Effectivement, moi j'en vois deux de manière absolument de manière évidente. C'est effectivement le retour de l'inflation. Et le deuxième, c'est les problématiques de supply chain. Et ça, c'est quand même nouveau parce que depuis finalement pas mal d'années, nous étions habitués à opérer au moins dans un monde qui était relativement stable en termes d'inflation et sur lequel le fait d'avoir accès à ce qu'on doit acheter pour être capable de développer notre business, finalement, ne posait pas beaucoup de difficultés. Et donc maintenant, en plus de tout le reste, il faut qu'on s'occupe de cette problématique, effectivement, à la fois d'inflation. Dans une incertitude totale. Hein, dans une incertitude, effectivement, totale. Si quelqu'un vous dit qu'il sait ce qui va se passer sur l'inflation dans l'année qui vient, vous pouvez changer de chaîne. Voilà. Et alors, c'est vrai que finalement, c'est comment opérer un groupe dans un régime d'inflation. Alors en plus, ça dépend de la complexité, de la nature des business. Chez Thales, on a des business qui sont quand même assez différents. J'ai le sentiment que chez Thales, l'inflation peut être une opportunité dans certains business et par contre est un risque dans d'autres business. Mais ma question, c'était plus sur la gestion qu'impose cette volatilité qui est là sans doute pour longtemps et sur la façon dont tes équipes finance, tu leur dis ou pas, parce que face à la volatilité, on peut aussi vouloir renforcer le régalien et dire attendez, moi je veux des indicateurs fiables et stables, trouvez-les-moi et c'est ça qu'on va suivre. Ou alors davantage d'autonomie parce que tout va trop vite. Non, alors moi je pense, dans un groupe comme Thales, hein, avec 80 000 personnes, présents dans 50 pays, avec 7 grands business, le fait de recentraliser, je suis sûr que ne va pas fonctionner. Donc les tentatives de centralisation dans des groupes complexes, je pense que c'est voué à l'échec dans un monde de plus en plus incertain. Moi je pense qu'il faut par contre bien s'assurer que nos équipes aient bien conscience effectivement de cette évolution, d'éléments effectivement nouveaux et leur demander d'être attentifs et développer eux-mêmes effectivement ce type de choses. Moi, c'est pas moi qui va développer, je ne sais pas, en Australie, la thématique d'accès à des matières premières plus chères, etc. Non. Par contre, effectivement, mon directeur financier en Australie est totalement sur la balle sur ces sujets. Alors peut-être quand même deux thèmes, je pense, qui est important à avoir en tête dans cette situation. Je pense qu'il faut se poser la question dans nos activités. Finalement, on voit que l'accès de plus en plus difficile à certaines matières premières doit nous inciter à réfléchir sur, par exemple, le niveau de nos stocks. Et c'est vrai que les directions financières, moi le premier, j'ai mis une pression d'enfer depuis un certain nombre d'années sur la réduction des stocks. Hein, enfin, je dirais le lean management absolument évident pour tirer effectivement de la baisse de working capital et du cash flow. Maintenant, il faut peut-être aussi se reposer la question de la résilience. Jusqu'où faut-il aller en fonction effectivement des risques, de l'analyse de risque sur la provision de ces matières premières pour ne pas aller trop loin et peut-être reconstituer du stock de précaution quand ça fait sens. Vraiment, je me suis retrouvé presque à front renversé par rapport à certains opérationnels sur ce type de sujet. Pendant un certain nombre d'années, je leur ai dit « Pourquoi tu ne baisses pas tes stocks ? Tu n'as pas mis ça en place, etc. etc. » Et maintenant, je suis le premier à dire « Attention, en fonction de la typologie de ce que tu achètes, de ton analyse de risque, il faut peut-être accepter de faire quelques achats de précaution. » Voilà effectivement un thème assez évident. La deuxième partie, c'est peut-être plutôt cette fois-ci, et là, moi à ce stade, je n'ai pas trouvé la recette, c'est effectivement les problématiques de modélisation, cette fois-ci, et notamment modélisation de l'évolution de la demande dans cet environnement extrêmement incertain. Moi, je dois dire que les tentatives qu'on a fait jusqu'à présent en termes de modélisation, ça n'a pas été vraiment couronné de succès.
je dois le reconnaître assez humblement. Donc l'intelligence artificielle au profit de la modélisation, on n'y est pas encore chez Thales. Work in progress. Mais justement, ça va être la suite. C'est absolument parfait comme conclusion, Pascal, et je te remercie. Ça va être la suite de cette matinée exceptionnelle Future of Finance, puisque je pense qu'avec Gauthier, on va voir justement que les promesses de la technologie, alors, ne se sont peut-être pas réalisées chez Thales, mais justement, le boulot est encore complexe, absolument pas. Il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Pascal, et merci pour votre attention. Bonjour à tous. Alors la transition est parfaite. On va se décaler cette fois-ci un petit peu et ouvrir le capot de la fonction finance. L'objectif qu'on a, c'est aussi un peu d'illustrer cette thématique du reset. Et la question qu'on se posait, c'était de se dire finalement, on a connu une période particulière au cours des derniers mois. Et sous l'angle de la transfo finance, est-ce que c'était finalement une pause et puis on redémarre comme on l'avait prévu? Ou est-ce qu'il y a eu des inflexions? Encore une fois, sous l'angle de la transfo finance. Pour le reste du monde, on a eu des éclairages qui permettent de répondre à cette question. Alors, on le voit, la période est inédite. Une activité qui redémarre de manière spectaculaire. On a des barrières qui sont tombées, des tabous presque, autour de l'organisation du travail, du télétravail. Et on sait qu'il y a des challenges énormes qui se présentent et qui sont devant nous. Donc du coup, l'idée, c'était d'essayer de comparer les prédictions qu'on avait pu faire il y a de ça quelques années, et puis les repasser au crible de l'actualité un peu plus récente. On s'est appuyé sur des prédictions qui avaient été faites par Deloitte au global, donc pour avoir vraiment la vision exhaustive de la manière dont les fonctions finance s'organisaient et opéraient. On a choisi 5 thématiques qu'on va illustrer. On rappellera ce qu'était la prédiction. C'est un exercice d'humilité, parfois un peu cruel, mais il y a aussi des choses intéressantes à conserver. Puis on verra de quelle manière on se reprojette dans le futur. La première tendance sur laquelle on avait travaillé, c'était l'automatisation. Je pense qu'on a tous rêvé, vous avez tous rêvé, d'avoir des processus automatisés de bout en bout avec des niveaux de tâches manuelles très très faibles, plus de data crunching, avec donc des utilisateurs à la comptabilité, au contrôle de gestion qui se consacreraient à des tâches d'analyse. Et ce serait rendu possible grâce à tout un tas de technologies, le RPA, les moteurs d'IA, des outils de workflow, de la blockchain. Le cas de la blockchain, il est intéressant. On avait imaginé il y a quelques années qu'on pourrait utiliser cette technologie pour mettre en place des systèmes de réconciliation entre SI, d'avoir une piste d'audit de bout en bout avec des identifiants uniques et utiliser cette notion d'inviolabilité de la blockchain pour finalement vous donner une vision unique d'une donnée à chaque instant. Évidemment, je pense qu'on n'y est pas encore et si certains d'entre vous l'ont fait, je suis preneur d'une explication a posteriori. Pour autant, la technologie, elle est mature. Hein. Regardez les crypto-monnaies ou les smart contracts. Je pense que la blockchain aujourd'hui, d'un point de vue technologique, c'est mature. Plus largement, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû automatiser des morceaux de processus dans des directions spécifiques, mais l'automatisation de bout en bout, au travers de silos organisationnels de toute une chaîne, à mon avis, on n'y est pas encore et on n'y sera pas complètement dans les années à venir. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette difficulté, des processus peu standardisés, des systèmes d'information potentiellement très fragmentés, qui font que tous ces nouveaux outils de cette technologie, eh bien, on n'arrive pas à les déployer complètement. Il y a un autre élément, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est les données. Évidemment, ça a déjà été évoqué ce matin, mais si vous n'avez pas de données de qualité, tous ces nouveaux systèmes très technologiques ne vont pas complètement fonctionner. Alors ça reste un objectif pour les années à venir, c'est toujours une projection qu'on a pour 2025 d'automatiser, mais il va falloir travailler sur ces fondamentaux, c'est-à-dire sur les processus et sur les données. Et vous l'entendrez plusieurs fois dans notre bouche, c'est un mantra. Il n'y a pas de technologie magique. Si vous ne travaillez pas sur les fondamentaux, vous n'allez pas réussir sans effort à basculer d'un monde où il n'y aura plus de data crunching. La deuxième thématique, c'était l'organisation de la fonction. Comment s'articulent les équipes pour opérer les processus et pour délivrer. La prédiction disait que, comme toutes les transactions, les activités transactionnelles seraient automatisées, ou presque,
la finance pourrait se focaliser sur ses travaux d'analyse, d'exploitation de la donnée, le fameux rôle de business partner. Et puis on aurait une sorte de déconstruction de ces grandes structures pyramidales, ces grandes organisations avec le chef, le sous-chef et tous les différents étages, pour avoir plutôt une organisation agile composée de plus petites équipes et avec une fonction qui serait plus ouverte, dans le sens où elle s'appuierait plus souvent sur des expertises de type freelance ou dans un modèle de gig economy. On fait 2 constats en 2021 sur ce sujet. D'abord, la crise du Covid a clairement mis le projecteur et a distingué ceux qui s'en sortaient très bien de ceux qui étaient un peu plus dans la souffrance. On a vu, et je ne donnerai pas de nom, des phases de rattrapage accélérées pour des entreprises qui n'avaient pas poussé la dématérialisation de leurs processus, qui n'avaient pas encore mis en place l'accès distant à certains systèmes, certaines opérations. Et donc, ou les outils collaboratifs aussi. Il y a eu une phase de mise à niveau accélérée. Ce qu'on en retire comme enseignement sur ce sujet-là, c'est que c'est très difficile d'identifier un scénario qui serait celui du scénario cible organisationnel pour la fonction. Et donc, du coup, ça met en lumière un élément qui est que l'agilité, on en parle beaucoup, ça reste un critère déterminant, ça doit rester un objectif fondamental dans l'organisation de la fonction. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans un contexte de forte activité, de reprise et de forte transformation, ça a été illustré. Ça met beaucoup de pression sur les équipes, et vous le constatez certainement autour de vous. C'est difficile d'opérer, d'anticiper ces changements avec les équipes en place. En plus, on constate, vous le constatez certainement, en tout cas on l'observe, qu'il y a des difficultés à recruter les bons profils en quantité et en qualité sur les canaux traditionnels. Il faut les former, il faut les mobiliser, il faut les engager, il faut répondre à ces nouvelles aspirations. Et donc du coup, ça fait peser des incertitudes sur une fonction qui, comme toutes les autres, mais celle-là en particulier, n'aime pas le risque. Et donc là, il y a un mécanisme de protection, et ça on l'observe très fortement dans les projets qu'on mène, c'est que la fonction finance répartit ses risques. Et donc, sur le plan de l'organisation, ça s'illustre par l'utilisation et la mise en place d'équipes spécialisées. Il y a une refocalisation autour de la thématique des CSP, des GBS, qui reprend de la vigueur, qui permet d'avoir un niveau de service qu'on retrouve, qu'on a du mal à avoir sur des organisations très décentralisées ou atomisées, pour éviter la dualité centrale-locale. Et on a aussi beaucoup un regain d'intérêt pour le recours aux outsourceurs qui finalement vont devoir endosser la responsabilité d'assumer les évolutions, les pics de charge et de maintenir, s'engager sur un niveau de service, quelles que soient les circonstances. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Pour continuer sur le sujet humain, on avait imaginé il y a quelques années qu'on aurait de plus en plus besoin de data scientists. Un mot à la mode, alors c'est confirmé, vous en avez probablement beaucoup dans vos entreprises, mais on n'en voit pas encore partout, en tout cas sur tous les sujets en finance. On avait aussi imaginé, et c'est bien le sujet du business partner, qu'il nous faut des profils plus d'analystes et des profils capables de faire du storytelling. Le pari était que, couplé à l'automatisation des tâches, avec des outils très structurés, eh bien, vous pourriez vous concentrer sur l'analyse. Et donc, ça nécessite des data scientists ou plus largement des compétences technologiques, c'est-à-dire un mix de compétences finance et technologiques. Les autres tendances qu'on avait identifiées, et qui elles sont pour le coup un peu moins vérifiées aujourd'hui, c'est l'utilisation massive d'assistants digitaux, de chatbots, d'outils de workflow, qui changerait la manière de travailler en interne. Avec même, et ça rejoint ce qu'expliquait Gauthier, nos collègues anglo-saxons ont une vision encore plus lointaine, en disant une équipe pourrait être totalement virtuelle, et avec des ressources partagées à peu près partout dans le monde, et des outsourceurs. Alors cette prédiction, elle est finalement, si on commence par la fin, peut-être un peu vérifiée, mais ça ne vous a pas échappé, la Covid est passée par là, le télétravail s'est développé de manière massive, forcément, et donc on a dû un peu changer nos modes de travail. Cela dit, je ne sais pas si vous le constatez aujourd'hui, mais on constate que
Cette prévision qu'on avait faite en 2018, qui s'est réalisée avec le Covid, finalement, autant ça a bien fonctionné au début, on a vu de la productivité beaucoup augmenter au début, avec finalement beaucoup moins de temps de trajet, beaucoup plus de réunions qui s'enchaînaient. On constate aujourd'hui, après quelques temps, que, en tout cas dans certains secteurs, la productivité a tendance à rebaisser, à atteindre les niveaux précédents, voire à diminuer. C'est peut-être notre côté latin d'avoir besoin d'interaction sociale, mais le travail à distance a atteint quand même une forme de limite. Et clairement, donc on a besoin de nouvelles ressources, on l'a dit avant, et aujourd'hui ces ressources, ce qu'on constate, c'est que les ressources qui ont ces compétences très polyvalentes, concrètement, on arrive à une guerre des talents, je suis sûr que vous le vivez à peu près tous. On a du mal à recruter l'ensemble de ces talents. Juste une parenthèse, on parle beaucoup de data scientists, on a beaucoup de nouvelles compétences, on parle de RSE, donc il va falloir aussi des compétences là-dessus, mais clairement, il ne faut pas se tromper, vous aurez toujours besoin de profils plus traditionnels. Il y a eu quelques années beaucoup d'articles sur l'entreprise sans comptable. Je crois qu'on n'y est pas, je ne suis pas sûr qu'on y sera en 2025, donc vous aurez toujours besoin de profils traditionnels. En revanche, on a besoin de ces nouvelles compétences. Alors elles existent dans les écoles aujourd'hui, on a des profils qui ont un mix de compétences finance et technologie, mais vous allez devoir travailler assez fortement sur votre proposition de valeur pour les attirer. On le ressent dans les cabinets où on recrute beaucoup de profils très jeunes. Il faut qu'on travaille sur comment on donne du sens à un jeune qui nous pose ces questions en entretien. Je suis sûr que vous le vivez. Il faut qu'on travaille sur, justement, travailler sur les fondamentaux, puisque aujourd'hui, expliquer même à un comptable, à un contrôleur, quelqu'un qui fait du reporting, qui va faire beaucoup de data crunching, je pense que ça ne fait plus rêver. Il faut travailler sur aussi les cycles dans l'entreprise. Je pense que plus personne se projette 20 ans au même poste. Favoriser la flexibilité, etc., etc. Le dernier point, et c'est peut-être le plus douloureux, c'est que malgré toutes ces questions qu'on nous pose, malgré donc cette guerre des talents, et il faut travailler sur tous ces aspects soft et le donner du sens, le salaire reste un critère important. Je n'ai pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui auraient un travail très intéressant mais sous-payé et qui l'acceptent. Donc malheureusement, les salaires vont rester l'un des nerfs de la guerre. On avait aussi beaucoup réfléchi au sujet des cycles qui rythment la vie de la finance. Et il y avait une tagline dans la prédiction qui disait la finance se dirige vers le temps réel, le real-time finance. Les Américains, ils étaient vraiment à fond là-dessus. Ils s'étaient dit, et on se l'était tous dit, si on peut avoir l'information du réel en temps réel, si on peut la comparer au prévisionnel, plus besoin des grands cycle de reporting qu'on connaît au semestre, au trimestre. La grande messe des clôtures va finalement disparaître, ou en tout cas se diminuer. L'observation sur cette direction, c'est qu'on n'y est pas et qu'on n'y va pas. Il y a eu certainement un effort d'accélération qui a été fait. Mais pour la majorité, la clôture, ça reste quand même un processus qui est rigide et coûteux en ressources et en moyens. Le rythme mensuel, dans le meilleur des cas, est un rythme auquel on arrive à avoir une vision parcellaire de l'information, mais finalement le cadencement est encore principalement au semestre et au trimestre. Et les budgets, qu'on avait un temps voués aux gémonies, continuent à rester un élément important de pilotage et de suivi de la performance. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de modulation dans la vision qu'on a de la cible, cette vision un peu théorique du temps réel, du reporting temps réel. On parlait de continuous accounting, la comptabilité en continu sans clôture, n'est plus en soi un objectif pour la plupart d'entre vous. Ce qui est important, ce qu'on observe, c'est la capacité de répondre à des demandes qui vont intervenir hors cycle. Alors là, sans parler des 18 derniers mois, mais hors cycle et ad hoc. Et donc, on retrouve ce sujet d'agilité et de réactivité qui est nécessaire et qui est indispensable. Et donc, si on se place dans une perspective plus longue sur ce sujet des cycles, bien sûr, on va se rapprocher, on va réduire le temps passé pour avoir cette information financière. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que l'accès au temps réel, il ne nous est pas, je dirais, interdit par la technologie. Elle existe, elle le rendrait possible. Il est ralenti par le fait que les paysages applicatifs restent encore très complexes.
par le fait que les processus ne sont pas encore standardisés et par le fait que la structure des données, les langages communs, les référentiels, ne sont pas suffisamment structurés. Et donc, ce sont ces éléments qui restent à traiter pour aller dans cette accélération et s'approcher d'un temps court, pour ne pas dire un temps réel. Alors, la donnée, clairement. L'un des mots, je pense, qu'on a le plus utilisé en finance ces dernières années avec le business partner. Et pour devenir un stratège, pour prendre des décisions, clairement, il vous faut des données. Si possible standardisées, Gauthier l'a dit, pour qu'elles soient exploitables rapidement avec des algorithmes automatiques, mais aussi et surtout, ça n'a pas été encore mentionné, des données de qualité, des données fiables. J'aime bien l'image qu'a pris un collègue il y a quelques temps, en disant la data, c'est le fuel de vos entreprises, c'est le fuel de vos moteurs de calcul, c'est le fuel de vos moteurs prédictifs. Pour ceux qui aiment la course automobile, vous pouvez avoir le meilleur moteur du monde, si vous n'avez plus d'essence, ça ne va pas avancer, et vous n'allez pas gagner la course. Pour le coup, on était un peu plus pessimiste sur la data. On pensait qu'à l'horizon 2025, la plupart d'entre vous n'auraient pas encore complètement mis sous contrôle les données, notamment avec des grands projets de data cleansing. On l'a vu dans beaucoup de projets, souvent quand on fait des migrations, on réinitialise avec beaucoup de données qu'on n'a pas complètement cleansées, et quelques années après, on a perdu un peu de bénéfices liés au nouveau système. Clairement, cet enjeu de la data et cette prévision qui était, entre guillemets, un peu plus pessimiste, elle est toujours vraie, parce que c'est compliqué, la data, il faut une gouvernance, il faut des process de gestion, il faut des outils de MDM, il faut des définitions claires et partagées dans l'entreprise. Et ce n'est pas toujours le cas, ou en tout cas, ce n'est pas complètement exhaustif, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. On a aussi beaucoup parlé, et on imaginait, avant le Covid, que le data lake, autre mot à la mode ces dernières années, c'était un peu le Graal. On n'aurait plus besoin de structurer des tables, on n'aurait plus besoin de lier des tables entre elles. On se disait, voilà, un grand lac de données, on met tout dedans, des données structurées, c'est l'essentiel de vos données en finance, mais aussi des données non structurées, puis de manière un peu magique, on en tirerait des KPI et des tendances. Alors évidemment, la réalité, je pense que ce n'est pas celle-là, et là encore, si c'est le cas, je veux bien que vous nous expliquiez comment vous avez fait après. Parce que c'est évidemment extrêmement compliqué. Il faut s'intéresser à l'alimentation de ce data lake, il faut s'intéresser à comment explorer les données pour en tirer des indicateurs intéressants. Et puis il faut aussi s'intéresser à comment distribuer cette donnée et la mettre à disposition. Sur ce sujet, c'est peut-être d'ailleurs la mise à disposition des données, un des sujets qui a le plus avancé. On est plutôt en ligne sur les prédictions qu'on avait faites sur le self-service. Notamment la mise à disposition de données sur tout type de mobile, ça c'est déjà le cas. Le self-service, ça garantit, entre guillemets, l'unicité de la donnée produite, et ça permet aux utilisateurs d'avoir un peu la main sur ce qu'ils en font. En revanche, je vais revenir sur la qualité de la donnée, ça repose là encore sur la qualité de la donnée. Une BU, un patron de métier, un contrôleur opérationnel, il acceptera de ne pas avoir de système de production si ce que vous lui mettez à disposition, c'est de bonne qualité. Sinon, il va recréer à côté. Il va copier-coller, il va revenir sur Excel, il va refaire. Cela dit, on n'est évidemment pas au bout du chemin, et la prévision là, pour 2025, dans la continuité du self-service, c'est d'aller un peu plus loin et d'utiliser par exemple des chatbots. On va parler de contrôleurs augmentés, donc c'est cette idée non seulement de pousser de l'information, mais le self-service, c'est pas que ça, c'est de vous donner les moyens technologiques, finalement, d'avoir des réponses aux questions que vous n'avez pas encore posées, ou aux questions que vous allez poser en langage naturel. C'est aussi le self-service, la diffusion de l'information, un moyen d'augmenter la culture finalement financière dans les métiers. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'explorer soi-même des données, mais là, encore une fois, on ne parle pas de production. Ce qu'on voudrait, c'est éviter de la production à différents endroits. Mais le fait de mettre à disposition et de laisser la capacité à explorer de la donnée plutôt que de donner des reportings statiques, ça doit aussi permettre d'augmenter finalement la culture financière. Donc vous l'aurez compris, la data, c'est évidemment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre dans vos entreprises, dans l'économie, en politique. Enfin, l'information qu'on tire de la donnée, c'est évidemment le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas un sujet technologique, en tout cas pas que technologique, c'est un sujet de gouvernance, de processus, et surtout, je pense, de discipline, notamment pour la mise en qualité de la donnée dans le temps. Donc voilà pour les différentes prédictions qu'on avait faites, et puis l'état d'actualisation, je dirais. Loïc nous presse, mais juste le mot de conclusion, on a la question qu'on nous pose toujours, et traditionnellement lors du Future of Finance, et finalement, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que
conseils, quel type de projet vous voyez sur la place. Alors, en cette période de sortie de crise, on a deux typologies de projets. D'abord, il faut dire que vous lancez énormément de projets. On voit des projets démarrer, s'accélérer, se poursuivre dans tous les secteurs. C'est une période très active pour la transformation de la fonction. Beaucoup de projets autour du pilotage de la performance, au sens large. Ça va être de la standardisation des reportings, ça va être des réflexions sur les modèles de données, les réseaux analytiques, ça va être des réflexions sur les processus prévisionnels, ça va être l'outillage de plateformes EPM, énormément pour traiter la problématique du self-service, la problématique du business partner, se rapprocher des métiers. Il y a bien sûr le Covid a mis l'accent sur l'importance de ce sujet et ça se reflète aujourd'hui dans je dirais le nombre de projets qu'on observe et qu'on mène à vos côtés. Et puis un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de projets sur ce qu'on appelle les fondations. Des projets autour de l'optimisation de vos processus au travers des outils transactionnels, des projets autour des ERP, des projets structurants autour de l'organisation, de l'outsourcing, du CSP. C'est des projets que, bien souvent, on sait qu'il faut les faire. Une fois de temps en temps, il faut refaire la toiture de la maison. Ça n'améliore pas la qualité de vie, mais si on ne le fait pas, on est vraiment embêté. C'est des projets qui sont souvent engageants, lourds et coûteux, et donc quand on peut, on les repousse. Et puis là, il y a eu cette crise qui a montré qu'on avait besoin d'avoir des fondations solides parce qu'on ne savait jamais ce qui allait pouvoir se passer. On a compris qu'il y avait beaucoup de changements qui allaient venir, et on est dans une période de grande activité où on peut aussi trouver des financements. Et donc, il y a beaucoup de budgets qui sont là pour les investissements et qui expliquent qu'on a une grande activité, tension d'ailleurs pour nous, pour réussir à vous accompagner, je dirais, au bon rythme sur ces grands projets structurants qui connaissent un regain important. Et donc, c'est vraiment un élément intéressant pour nous à observer. Ça ne vous aura pas échappé, Gauthier n'a pas parlé dans les projets qu'on voit beaucoup de RSE. Alors, ça a été dit dans les 3 intervenants précédents. Le RSE, c'est évidemment un sujet majeur. Mais pour l'instant, ça nous paraît encore assez peu une réalité très concrète. Il y a beaucoup de réflexions sur le reporting extra-financier. On a la taxonomie verte que vous connaissez tous. Mais concrètement, on voit encore assez peu de grands projets, en tout cas dans les directions financières. Cela dit, ce n'est pas qu'un sujet de reporting, très clairement. C'est vraiment pour nous, selon nous, un sujet de business model, et je crois que ça a été clairement dit précédemment. Pourquoi business model? Parce que vous allez être poussé par vos clients, notamment, à faire évoluer vos produits. Dans la grande distribution, on l'a vu aussi, et le Covid est passé par là encore, où l'inflation alimentaire le montre, on va vous demander, pour ceux qui font de la grande distribution, d'avoir des circuits courts, des produits bio. On va développer, et c'est déjà le cas, les voitures électriques, ça ne vous aura pas échappé. La Tesla Model 3 est désormais la voiture la plus vendue en Europe. Donc la transformation des business models poussés par les clients, ça c'est une réalité, vous ne pourrez pas y échapper. L'autre élément, ça a été mentionné par Philippe ce matin, c'est les financements. Vous allez avoir l'industrie financière est déjà en train de stopper certains financements. On a parlé des fonds juste avant qui faisaient des arbitrages sur certains types d'entreprises. Donc là encore, l'industrie financière va vous pousser à faire évoluer vos business models et à vous transformer. Et ça, c'est important pour nous de considérer que c'est à la finance de travailler là-dessus, puisque vous êtes les mieux placés pour expliquer, et pour expliquer à vos patrons de BU, à vos dirigeants, le cas échéant, quel serait l'impact à ne pas faire, l'impact sur vos comptes. Concrètement, c'est vous qui allez leur montrer que ne pas faire, ne pas se transformer, à la fin, ça va coûter de l'argent. Et il y aura des entreprises perdantes, c'est celles qui se transformeront probablement le moins vite, parce que vous allez avoir des surprimes ou moins de financement. Donc on l'a dit, c'est le rôle du CFO de travailler sur ces sujets-là. Dernier élément peut-être en termes de momentum, c'est la technologie. On l'a dit plusieurs fois déjà, même si les fondamentaux ne sont pas encore complètement au rendez-vous, la technologie évolue vite. Elle évolue d'ailleurs plus vite en général que la capacité à se transformer. Les algorithmes mathématiques qui sous-tendent le prédictif, ça fait déjà très longtemps qu'ils existent. Donc la technologie évolue très vite. Et ce qu'on voudrait vous montrer, couplé à cette masse de liquidités disponibles dont parlait Gauthier, c'est ce qu'on est capable de faire avec cette technologie. Et donc vous le verrez, on l'espère dans la séquence suivante avec les benchmarking et avec tous nos amis éditeurs présents dans la salle. Merci.